7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM. Grand kawa corsé sucré aujourd'hui. Corsé car dans mon kawa brûlant, on va parler de la Cour pénale internationale. Israël et son gouvernement sont dans le viseur de la justice. Je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, l'invité de mon kawa sans filtre concentre plein de sujets. Foot, business, barbouzerie, sextape, bon réveil à tout le monde, chantage, politique, diplomatie internationale. Alors il est journaliste, il est l'un des auteurs d'un livre choc avec Laurent Valdiguier, PSG Confidential, un petit bijou ce livre, confidential un peu en anglais. On y croise des chefs d'État, Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi, Rachida Dati. On voyage, on se balade avec des clés USB. François Vignol, c'est le monsieur investigation du groupe M6, coordinateur enquête police-justice pour être précis, ancien patron de la rédac de RTL. Il a fait ses classes en tant que grand reporter au Parisien. C'est là-bas que je l'ai connu. J'étais un petit stagiaire, un petit puceau du journalisme, pardon. Il m'a pris sous son aile. Je dis ça pour être transparent. On se connaît bien. On a même fait un livre ensemble. Donc voilà, je vais être transparent. Ça va être dur de se vous voyer, mais je vais pas le ménager pour autant. Salut François. Bien, ça bonjour Asdine. Comment ça va? Bien. Ça fait plaisir. On t'a servi un bon kawa? Ouais, corsé. Ouais, c'est mon compagnon du jour. Tu sais que je suis originaire du Nord. Oui. Et le café, t'as toujours la cafetière qui est sur la table. Tu prends avec le fromage, là, comme bienvenue chez les ch'tis. Alors, le fromage, pas avec le calva. Il y a certains agriculteurs qui, pour démarrer leur journée, mettaient une petite goutte de calva. Je le recommande pas. Bon, ça fait plaisir en tout cas. C'est un vrai journaliste d'investigation. Faut vraiment l'imaginer. Ça se passe comme ça. C'était bon. Je crois que maintenant tu fumes plus, mais c'était clope café avant. Alors, avant de pénétrer les coulisses et les secrets du club le plus énigmatique du monde, j'ouvre la page Kawa brûlant. Je commence par un prénom arabe, Karim. Karim, c'est le prénom d'un homme dont on n'arrête pas de parler cette semaine. Un Karim qui a un poste prestigieux dans une grande institution internationale. Normalement, il y a de quoi être fier ici sur Beurre FM. Un Karim qui réussit, dont on a parlé dans tous les JT. Eh bien, je vais être plus nuancé. Je vous parle de Karim Khan. Karim Khan, c'est le procureur de la Cour pénale internationale. Il a fait la une car il demande la délivrance de mandats d'arrêt internationaux contre 3 dirigeants du Hamas et contre le ministre de la Défense israélienne et son premier ministre, Benjamin Netanyahou. Évidemment, Israël n'a pas apprécié de voir ces 2 dirigeants sur cette liste. Et une campagne de dénigrement s'est subtilement installée pour ternir la probité de ce juriste britannique reconnu. Ça a commencé donc par un matraquage de son prénom et de son nom dans les médias et sur nos plateaux. On nous a dévoilé partout que Karim Khan est, attention, musulman. Sous-entendu à peine voilé, peut-il être neutre dans cette affaire alors qu'il est musulman? Jamais un juriste de la Cour pénale internationale n'avait vu son nom autant prononcé, sa photo ainsi diffusée sur I24, média pro-israélien. On a entendu des intervenants expliquer que sa démarche était purement politique. En clair, elle ne se justifiait en rien par des considérations juridiques, qu'elle ne se fondait pas sur le droit, qu'elle était donc partiale et illégitime. L'autre argument de ceux qui ont vilipendé et fustigé les demandes du procureur, ces mandats d'arrêt contre les dirigeants du Hamas et Israël, ils les réclament en même temps. Ils mettraient ainsi sur le même plan les 2 entités. 1. Cela n'a rien à voir. Chacun est mis en cause pour des actes précis. C'est du droit. On recherche des qualifications pénales. Le comportement criminel de l'un d'ailleurs n'absout pas l'autre. Et 2. S'il avait fait ces demandes avec un délai d'intervalle, il aurait été également critiqué par chacun des 2 camps. Pourquoi les uns avant les autres? Il a justement préféré, me semble-t-il, l'apaisement avec cette solution de Normand. Alors, il faut comprendre pourquoi les défenseurs du Premier ministre israélien sont aujourd'hui sonnés par le réquisitoire du procureur. Habituellement, la Cour pénale internationale s'intéresse plus aux dictatures sanguinaires ou aux criminels de guerre d'Afrique. Pour la première fois, un État qui fait partie de ce que l'on pourrait appeler le collège des démocraties occidentales voit son principal dirigeant menacé de poursuites judiciaires. Même si des juges doivent désormais suivre ou non les demandes du procureur, à ce stade, Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense se retrouvent objets d'une demande qu'avaient également connue les talibans, Poutine ou Saïf al-Islam Kadhafi. La règle est la suivante. En cas de soupçon de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide, si le pays mis en cause ne fait pas tout pour poursuivre les personnes physiques suspectées d'être responsables, alors la CPI, la Cour pénale internationale, se saisit. Évidemment, tout n'est pas parfait. Cette juridiction n'a pas de police pour interpeller. Elle dépend donc des États membres. 124 pays ont signé, mais certains, et non les moindres, ne sont pas signataires, les États-Unis et Israël en tête. D'ailleurs, Joe Biden a jugé scandaleux la demande du procureur d'émettre un mandat d'arrêt international contre le Premier ministre israélien. Pas de surprise. La France, elle, a réagi par communiqué.
c'est le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, qui en a pris la responsabilité. Dans le communiqué, il y a une première partie pleine de précautions diplomatiques qui, et c'est normal, condamne fortement les attaques du Hamas. Mais dans la deuxième partie, Paris soutient le procureur. Et les mots sont hostiles à l'encontre de Benyamin Netanyahou. La France alerte depuis de nombreux mois sur l'impératif de respect strict du droit international humanitaire et notamment sur le caractère inacceptable des pertes civiles dans la bande de Gaza et d'un accès humanitaire insuffisant. C'est fort, ces mots sont sans équivoque et la portée d'un tel soutien est notable. Dans l'histoire des relations des gouvernements France-Israël, c'est du jamais vu. Le ministère des Affaires étrangères français, donc l'Élysée, trouve légitime d'émettre un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou au même titre que Vladimir Poutine à l'époque. Il faut bien comprendre ce qui se passe. Si le mandat d'arrêt est émis, confirmé par les juges, Benyamin Netanyahou, aux yeux d'une grande partie de la communauté internationale, dont la France, sera tout simplement un fugitif. Bonjour François Vignol, ça va ? Alors avant de t'interroger sur ton livre, tu es aussi l'un des responsables de la rédaction d'M6, tu as été à la tête plusieurs fois de rédaction. Est-ce que c'est simple aujourd'hui dans une rédaction de parler d'Israël et de Gaza dans les JT, on va dire de manière dépassionnée ? Oui, parce que il y a le journalisme qui revient, il y a des règles qui sont des règles en fait de vérification de sources, et c'est ça notre questionnement lors de conférences, comme sur d'autres sujets, des sujets de société. Il y a une équipe en ce moment en Ukraine aussi, qui nous parle. Est-ce qu'on peut le vérifier ? Est-ce qu'on peut le recouper ? Il faut avoir cette honnêteté aussi de dire parfois, nous ne sommes pas parvenus à recouper cette information donnée par telle institution ou tel membre d'un gouvernement. Donc les discussions, en fait, elles se basent surtout sur ça. Comment on va traiter et comment on va trouver ce point d'équilibre dans un conflit. Bon, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Sûrement, j'aimerais dire, pour clore ce chapitre, mais dans une ère, on va dire, de la guerre d'infos, où les fake news se retrouvent partout, dans un conflit où justement il y a une guerre aussi de la propagande, ça doit être difficile quand on est journaliste et qu'on n'est pas en plus toujours on va dire le nez ou les pieds sur le terrain, parce que les journalistes sont aussi parfois écartés de ces zones de conflit. Ça doit être difficile, c'est un défi, j'imagine, de tous les instants pour vous, responsable de rédaction. La guerre d'information, plutôt la guerre de désinformation est en ce moment un élément majeur dans ces conflits. La difficulté, et tu l'as dit tout à l'heure, que on a parfois des difficultés à aller sur place, notamment dans la bande de Gaza, c'est très compliqué. Et donc, il y a ce travail de vérification et d'humilité et de se questionner tout le temps, est-ce que cette information-là qui m'est donnée, est-ce qu'elle n'est pas orientée ? Et c'est tout ce travail qu'il faut faire avec beaucoup d'humilité. Merci pour ces réponses sur ce sujet brûlant. Et toi, tu es là pour un livre. Alors, ce livre, on est à la radio, mais comme on a aussi les réseaux sociaux, il y a une caméra. C'est une belle couverture, un PSG Confidential. Ça me fait penser à presque un titre de polar d'ailleurs. Il y a Elle est Confidential de James Ellroy, Exactement. qui était un grand maître, qui est toujours un grand maître du polar. Pourquoi on l'appelait comme ça ? Parce que justement, on s'est rendu compte que le PSG, c'était bien plus que du football, que c'était un vrai polar depuis l'arrivée des Qataris en 2011. C'est de l'économie, c'est devenu une marque mondiale. Elle est aujourd'hui valorisée à 4,2 milliards d'euros. Ouais. C'est presque Beurre FM qui a cette valeur. Sans le réseau de Marseille. Sans le réseau de Marseille. C'est de la géopolitique depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Avec l'achat du PSG, eh bien, c'est un peu le sacre d'une volonté en fait d'être un acteur majeur. Et là, alors l'épisode ultime, c'est cette Coupe du Monde. Tout ça donc rentre dans une logique. Et puis c'est aussi des affaires, puisqu'il y a une autre partie qui joue sur un terrain judiciaire cette fois-ci, et les juges aujourd'hui sont aux portes du Parc des Princes. Alors, on va commencer. C'est chez Robert Laffont, il faut toujours citer l'éditeur, c'est la tradition. Alors, grande enquête sur le PSG. Alors, déjà, on le dit pour ceux qui nous écoutent, François Vignol l'a bien dit en amorce, ça parle pas que de foot. Ceux qui n'aiment pas le foot, restez, vous allez être surpris. On va parler de barbouzerie, on va parler de justice, on va parler de président de la République pour ceux qui aiment la politique. Déjà, première question, est-ce que c'était simple d'enquêter sur le PSG, ou est-ce que vous avez subi avec Laurent Valdiguier des pressions ou pas ? Parce qu'il y a quand même un fantasme, on se dit le PSG, ça a l'air difficile C'est difficile parce que les interlocuteurs, quand il s'agit de parler du Qatar, ou en tout cas de son fonds d'investissement qui est l'actionnaire aujourd'hui, on
n'a pas de réponse, ou alors ce sera en off, monsieur Vignol. Donc on a eu des difficultés là-dessus. On nous a ouvert les portes pour parler du PSG, version économique de l'équipe. L'état-major vraiment nous a dit venez. Bon, quand on va sur des choses qui grattent un peu, ça devient très compliqué. Oui. C'est-à-dire que clairement, quand tu vas faire une demande pour avoir l'interview de Nasser Al-Khelaifi pour qu'il te parle de la gestion du cas Mbappé ou des affaires judiciaires, ou de la manière dont le Qatar a pu racheter le PSG, j'imagine que tu vas pas être accueilli avec un tapis rouge. Non, on l'a sollicité à plusieurs reprises en disant c'est important d'avoir votre voix dans ce livre. On n'a pas reçu de réponse positive. Ce qui est bon signe quand on fait une enquête, c'est-à-dire que l'enquête elle avance bien. Mais son état-major sur tout ce qui était information concernant l'économie du groupe, concernant la croissance, là était présente et nous a fourni des réponses. Ouais. Très bien. Là, il y a une petite musique qui part parce qu'on n'est peut-être pas valorisé à 4 milliards, François. Mais justement, il faut manger. Donc on va balancer la pub là. Qui m'a fait des signes et tout, il fait une danse. Je crois qu'il y a la pub. Faudrait le voir. Oui, reprise du grand Kawa. D'ailleurs, on en a repris un avec François Vignol, co-auteur de PSG Confidential chez Robert Laffont. La grande histoire du PSG, je dirais l'histoire un peu secrète plutôt du PSG. Plein de coulisses. Et justement, on va commencer par le commencement. Le rachat du PSG version Qatar par le Qatar, François, autour de la table. Donc je crois que c'est le 23 novembre 2010, exactement. Autour de la table. On pourrait presque mettre la musique du parrain. Il y a le prince héritier du Qatar. Il y a 3 autres personnes. Michel Platini, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy. Non, ce n'est pas une garde à vue. On pourrait mettre la musique donc du parrain. Que se passe-t-il ce fameux 23 novembre 2010 ? Il y a Nicolas Sarkozy qui a invité toutes ces personnes et qui a invité Michel Platini. Michel Platini, c'est le patron du foot européen. Lui, il pense qu'il va avoir un tête-à-tête avec son ami Nicolas Sarkozy qui vont parler un peu de foot européen. Sauf qu'autour de la table, il découvre effectivement le prince héritier. Et là, ouais. Quelle surprise d'avoir à ta table le prince héritier du Qatar. Il est un peu étonné, il le dira parce qu'il va avoir une enquête ensuite sur les conditions de l'attribution de la Coupe du Monde, il va être placé en garde à vue et il va faire part un peu de sa surprise en disant je vois toutes ces personnes autour de moi. Il sent qu'il y a quand même un petit truc louche quand même, vu en plus ce qui se passe à ce moment-là. Ouais. Très rapidement, il voit qu'il y a une opération de lobbying pour que le Qatar devienne le pays hôte de la Coupe du Monde. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a un agenda. 9 jours plus tard, on va avoir le vote de la Coupe du Monde. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, le Qatar... énorme code, personne ne voit le Qatar comme le pays hôte. C'est même une aberration, il fait 50 degrés l'été, il n'y a pas de stade, il n'y a pas de public pour ça. Donc Platini d'ailleurs était pas très partant pour que ce soit le Qatar. Et puis, on va avoir un travail un peu d'influence, on sait que Nicolas Sarkozy était favorable, il dira dans le livre justement, c'était bien quand même qu'il y ait un pays arabe qui accueille la Coupe du Monde, c'est toujours les Européens, les Américains. D'un coup il devient pro-arabe Sarkozy, tiens. Quand il y a du business, Sarkozy devient pro-arabe, j'adore. Il l'est là, ouais. et donc il y a cette première partie, au-delà du fait qu'on va parler aussi de contrats commerciaux, de géopolitique, on est à quelques mois des printemps arabes, entre le fromage et le dessert, il y a un deal dans le deal. C'est-à-dire que dans la corbeille de la mariée, on évoque le fait que le Qatar peut avoir la Coupe du Monde, et puis Nicolas Sarkozy, qui est le supporter numéro 1 du PSG, qui est même le président bis. Il connaît les joueurs, les femmes des joueurs, il est toujours assis à côté de Nasser dans ce qu'on appelle la corbeille, il est l'un des rares à pouvoir aller dans les vestiaires. Il commence à émettre l'idée que, tiens, ce club, le PSG, qui est aux abois, il pourrait passer. C'est un peu le bonus, quoi. Parce qu'il y a la Coupe du Monde, on sent que c'est l'objectif premier du Qatar. Oui. Et en plus, Nicolas Sarkozy arrive à mettre dans la balance, dans le deal, le rachat du PSG. Dans la corbeille de la mariée, ça coûte pas très cher finalement pour le Qatar, qui est une manne énorme, 70 millions au final. Oui. Donc ils vont se dire pourquoi pas. C'est vrai que l'émir, lui, il regarde plutôt les matchs en Angleterre. Il est fasciné par la Première Ligue. Il a vu que c'était un peu saturé sur les clubs londoniens. Il se dit Paris, la Tour Eiffel, ça va être un super tremplin pour ma Coupe du Monde. Et puis pour cette stratégie, alors on va employer un mot un peu compliqué, le soft power, qui en fait, cette politique de séduction, ça va remettre sur c'est de la diplomatie douce, comme on dit. C'est de la diplomatie douce, sans coercition. On se rappelle que le Qatar avait démarré avec Al Jazeera, qui était le pendant de CNN. Je sais pas si vous vous rappelez des vidéos d'Oussama Ben Laden. Ils allaient chercher une cassette dans le désert, on la mettait.
ils veulent une communication sans aspérité, un peu plus lissée, et se disent que le sport c'est formidable. Et justement, Michel Platini sur ce rachat, lui, il est un peu sceptique. C'est ce qu'on apprend dans le livre. Et pour lui, un État club ou un club État, c'est pas sain pour le foot. Non, il le dit lorsqu'il est entendu lors d'une audition. Il dit, j'ai vu l'émir qui lui a dit Nicolas Sarkozy m'a demandé de racheter le PSG. Et il dit, moi j'étais pas convaincu, ça pose des problèmes d'éthique d'avoir un club État, comme tu le disais tout à l'heure, ce qui fait qu'il est pas chaud du tout, puis il botte un peu en touche en disant, finalement c'est pas ma première préoccupation, ils font ce qu'ils veulent, pour dire les choses rapidement. Autre sujet brûlant dans l'actu, la gestion du cas Kylian Mbappé. La pépite du PSG, qui, on le voit, a des relations, on va dire, amour-haine avec son public, son futur ancien public, visiblement. Il devra annoncer apparemment dans quelques heures, quelques jours, sa destination. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de suspense pour le Real Madrid. Et le petit francilien de Bondy a mis à genoux un État richissime, le Qatar. Est-ce que on peut le dire comme ça, il a réussi quand même à s'imposer dans un bras de fer qu'il a finalement gagné. Qu'est-ce que révèle la gestion du cas Mbappé par le Qatar et par le PSG ? Le Qatar est à ses genoux au départ parce que ils estiment que Messi était à Barcelone, Cristiano Ronaldo à Madrid, et eux ils auront leur Kylian Mbappé, donc ils sont prêts à tout, ils vont lui laisser les clés du camion à un moment donné. On est dans les tergiversations, les réflexions de Mbappé qui veut aller à Madrid. Il y a un truc qu'il faut lire où il a tout dit, c'est sa BD Je suis Kylian Mbappé, où dès 5 ans il veut jouer à Madrid. Il a 2 rêves, c'est gagner la Coupe du Monde et jouer à Madrid. D'ailleurs, sa mère, elle l'appelle mon mytho. C'est mon petit mytho. Oui. Il a gagné la Coupe du Monde. Et là, il va jouer à Madrid. Donc, ils se rendent compte qu'il faut lui laisser les clés du camion. Il y a cette rencontre improbable, incroyable, qui va avoir lieu en avril 2022 avec la mère de Kylian, Faiza, qui va prendre l'avion pour aller au Qatar, rencontrer l'émir, qui va dire, écoutez, si vous voulez que mon fils reste, ils lui font un contrat en or massif, on est à peu près à 100 millions d'euros par année. C'est gigantesque, Avec, bien sûr, on fera jouer le petit frère et puis on vous aidera, madame, pour la création de votre agence. Donc, on a en fait ce contrat qui est signé, cette idée que Mbappé sera le joueur d'un club. Et quelle puissance de la maman, de la mère de Kylian Mbappé, on apprend ça aussi. On le voit, semaine après semaine, elle sort de plus en plus du bois, comme on dit. Et on voit qu'elle a un rôle prépondérant. Elle va négocier. Comme j'ai entendu lors d'une précédente interview, vous avez dit avec Laurent Valdiguier, on apprend que l'homme le plus puissant dans le foot, c'est une femme. Ouais, paradoxalement. C'est le Jiminy Cricket de son fils. Elle lui souffle à l'oreille, elle lui donne les bons conseils. Ça marche bien pour l'instant. Et ça marche bien. Et elle est dure en affaires. Elle est entourée d'une avocate qui s'appelle Delphine Vereden. Qui n'est pas très connue à l'origine. Qui n'est pas très connue. Alors elle gère bien sûr les droits de grands sportifs. Et là en ce moment, tiens, petite info, elle négocie avec Madrid parce qu'elle sait qu'il n'aura pas le même salaire. Elle sait que là, ils avaient atteint le top et donc ils vont jouer sur un levier qui est celui du droit d'image. En général, à Madrid, on est sur 50-50. Elle espère que pour Kylian, il y aura 60% des droits, voire 70% pour qu'il rattrape un peu ce qui a été perdu au PSG. Mais oui, la maman, c'est la cheftaine du clan Mbappé. Alors là, il y a le chapitre 12. En lisant le titre, on perd peut-être un peu le sourire. Ça s'appelle « Condamné à mort ». Là, on est au cœur d'une affaire d'État, de barbouzerie, avec au milieu des personnages assez sulfureux. Pourquoi vous avez consacré un chapitre qui s'appelle « Condamné à mort » ? On avait commencé par un conte des mille et une nuits, l'arrivée du Qatar, cette sidération pour le PSG qui se dit enfin on va pouvoir tutoyer les sommets. Et ce conte des mille et une nuits, il va se transformer en un roman d'espionnage de John le Carré. On a été stupéfait parce qu'effectivement, aujourd'hui, 3 hommes sont condamnés à mort. Et avec Laurent Valdiguier, on n'avait jamais rencontré des personnes qui étaient condamnées à mort. Pourquoi ? Il y a un certain nombre de précautions à prendre. Il se trouve que dans cette affaire-là, à un moment donné, il y a une clé USB qui va voyager. Qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB ? Nasser El Khelaifi, qui est le président du PSG, a un appartement parisien.
Et puis, eh ben, comme beaucoup de gens, il va mettre ce qu'on appelle de la vidéosurveillance. Il a un majordome avec qui ça se passe plus très très bien, qui conteste son contrat, qui dit j'ai pas été bien payé, je souhaitais avoir des papiers, je les ai pas eus. Et les Qataris soupçonnent que ce majordome, lui dit que non, eh bien, a pris ces fameuses vidéos, il y a des vidéos intimes de Nasser, et que les nombreux portables qu'il avait de Nasser, où il y avait un certain nombre d'informations, il les a pris aussi. Tout ça s'est retrouvé dans une clé USB. Wow. Première personne condamnée à mort. Tu m'arrêtes, Asdine, quand tu non, là, ça, c'est clair. plus. Il y a deux personnes, deux proches du majordome, qui vont, eh bien, faire une expédition, en tout cas, encore une fois, c'est ce que les Qataris disent, pour aller chez l'ennemi du Qatar, qui sont les Émirats Arabes Unis. Et vont dire, tiens, dans cette clé USB, il y a des vidéos intimes, et puis il y a aussi des vidéos, en tout cas des informations sur les conditions de la Coupe du Monde, sur des soupçons de corruption. Et avec ça, ils veulent, j'imagine, moyennant rétribution, quoi. Ils veulent donner la clé, récupérer, j'imagine, une somme d'argent. Exactement, parce que il y a une enquête, on va être très prudent. Les Qataris pensent que on est sur une énorme opération de déstabilisation, de chantage, et les trois mises en cause disent pas du tout, on est victime d'une cabale. Et là, on arrive dans une affaire d'État, en tout cas d'État à État. C'est-à-dire que le lobbyiste, l'une des trois personnes qui est allée aux Émirats Arabes Unis, eh bien, au Qatar, il a été interpellé. Wow. Il va passer plus de 6 mois, dit-il, dans une geôle, torturé, dit-il. Les Qataris disent pas du tout, on l'a entendu dans une chambre d'hôtel. Et donc il va déposer plainte en disant on m'a mal défendu, on m'a pas défendu parce que on a voulu mettre cette affaire sous le tapis. Et là on arrive dans une autre affaire. C'est pas des poupées russes, c'est des poupées qataris. On a une myriade d'affaires qui est en train d'émerger. Waouh, barbouzerie, sextape, enfin, c'est fou. Et cette clé USB là, et là cette clé USB, elle est où là? Elle est aux mains de la justice ou pas, ou elle a disparu? Elle est aux mains de la justice avec un certain nombre de documents. C'est-à-dire que des policiers des officiers de la PJ exactement ont pu voir ce qu'il y avait sur cette clé USB, j'imagine. Exactement, il y a eu des auditions, il y a eu des perquisitions, et la justice dira s'il y a moyen de poursuivre les uns ou les autres et qui a commis ces infractions. Est-ce que le PSG n'a pas oublié une chose, la chose la plus importante, c'est de faire du foot? Parce que vous parlez plein de choses, la marque, le PSG, c'est vrai, en fait c'est un beau livre, ça s'appelle le PSG, mais on parle pas de terrain, on parle pas de 4-4-2 ou très peu, on va parler du rôle de Kylian Mbappé, mais on se dit que le Paris Saint-Germain, c'est plus un club de foot. J'exagère peut-être, on va me dire ouais, j'ai mis la casquette de supporter de l'OM, mais il y a une réalité quand même. Alors, j'ose imaginer que ça le redevient. On en parlera peut-être tout à l'heure. François, supporter de Lens, et Kim de Nantes. C'est vrai que, pardon, à nos auditeurs, c'est pas une interview anti-PSG, mais on est journaliste avant tout, on va chercher la vérité. Non, d'autant que là, je crois qu'il y a un examen de conscience, il y a un nouvel entraîneur, on verra l'année prochaine. Mais tu as raison, au départ, c'est notre thèse. Le Qatar a décorrélé l'aspect sportif du marketing. Ils ont voulu en faire une marque mondiale. Et de facto, le Qatar a gagné la Ligue des Champions en marketing. Oui. Oui, parce que de Miami à New Delhi, on voit des gamins avec des maillots. J'en ai vu à Marseille. Même à Marseille. Il y a une enquête la semaine dernière qui a montré que le PSG était le club qui avait le plus de fans en France. Donc ça a marché. C'est-à-dire que on a fait une marque, on a fait quelque chose qui était chic. Le PSG, on disait plus le PSG, on ne devait plus dire le PSG, on disait le Paris Saint-Germain. Ça devait être lié à l'élégance, au chic de Paris. D'ailleurs, on le voit et on le dit, Nasser El Khelaifi, il représente ça. Vous commencez l'élégance. Voilà, ce chapitre sur lui par un portrait physique. Bien sûr. Presque, j'ai l'impression que c'est le portrait d'un acteur que vous. Ouais, c'est le portrait d'un acteur d'une de magazine, et c'est aussi en cela qu'il a été choisi au départ. C'est un peu Mr. Nobody. C'est un fils de roturier, il n'a pas du tout de sang bleu, et puis parce que il joue au tennis avec le prince héritier, il va suivre son destin. Et donc, pour revenir à ton propos, Asdine, c'est vrai que on a voulu amener des stars, mais simplement pour
adosser ces stars à une marque. Le Spice Boy, David Beckham, il est en semi-retraite. Oui. Hein. On amène Neymar, Messi, mais on se rend bien compte que c'est une équipe un peu de globe-trotter, que cette cohésion. Oui, on réfléchit pas au projet sportif. D'ailleurs, on ne demande pas au coach est-ce qu'il te faut un grand numéro 9. Enfin, on empile d'ailleurs des joueurs parfois qui ont un peu le même profil, des offensives. Enfin, on a l'impression que voilà. Enfin, je vais dans ton sens, quand on réfléchit plus à la vente de maillots que à la fluidité des transmissions des passes parisiennes. Ça. Oui, parce qu'on se rend compte que la marque, même sans la Ligue des Champions, elle progresse. C'est ce que nous ont dit les gens avec Laurent. Ils disaient, nous, on ne pensait pas au foot parce que le foot c'est tellement aléatoire, un poteau, un hors-jeu qui est pas sifflé, et on travaillait sur la marque. Ça, c'est limite, parce qu'avec un tel budget, le PSG a quand même dépensé plus de 10 milliards depuis 2011. Wow. Et donc, à un moment, on se dit, il faut quand même la gagner, cette Ligue des Champions. Bernard Tapie, il a dépensé un peu moins, il a gagné la Ligue des Champions. Oui, faut être pragmatique, les gars. Faut être réaliste. Mais c'est vrai que, par exemple, si on compare avec un projet similaire, c'est Manchester City. Alors, c'est les Émirats Arabes Unis. On sent qu'il y a eu une réflexion sportive. Ils ont pris un coach, Guardiola, il a fait son projet et ils ont gagné la Ligue des Champions, et régulièrement ils vont plus loin que le PSG. Voilà. C'est une réflexion qu'a eu le PSG, même s'ils disent que leur modèle n'est pas celui de Manchester City. C'est que quand on regarde effectivement Manchester City, qui est tenu par un actionnaire des Émirats Arabes Unis, donc l'ennemi des Qatar, on a une constance que n'a pas eu le PSG dans les entraîneurs. Tu parlais de Guardiola, je crois que c'est 2017-2023, avec un titre qui était l'année dernière, parce que au football, on va le redire, même si c'est une lapalissade, on perd plus qu'on ne gagne. Et donc, on a besoin de cette stabilité, de cette constance que le PSG n'a pas eu. Et pour les supporters du PSG qui nous écoutent, je vais quand même rester sur une note positive. C'est en train de changer. Est-ce qu'ils vont garder le cap ? C'est toute la question. Allez, je vais être positif aussi. Ce qui est intéressant, vous parlez avec Laurent Valdiguier des supporters des fameux Boulogne Boys, les supporters hooligans néo-nazis, on va dire de l'époque, surtout années 90, là où ils sévissaient dans les tribunes. Alors, c'est pas ça. Est-ce que c'est pas ça la plus grande réussite du PSG moderne, c'est d'avoir, totalement banni ces racistes des tribunes. On peut quand même dire que c'est comme une bonne chose. On peut y aller aujourd'hui en famille au PSG. Moi, je trouve ça quand même bien. Alors, certains disent il y a un peu moins d'ambiance. Enfin, s'il y a moins de salut nazi, moi ça me va très bien. Tu parlais tout à l'heure de notre vécu commun du Parisien. Moi, je me rappelle que quand j'étais petit reporter au Parisien, on faisait les PSG-OM et j'étais dehors avec ce millier de CRS, ces combats. Et c'est vrai que l'un des succès du PSG période Qatari, c'est d'avoir pacifier les tribunes et notamment Boulogne, où on ne pouvait plus aller au stade en famille, c'était pas possible. Il y a eu d'abord le plan Leproux, Romain Leproux, qui était une espèce de préalable aussi à la vente du PSG, je crois. Il devait un peu faire le ménage, C'était un Vanda parce qu'il fallait voir les unes des journaux internationaux qui qualifiaient le PSG de club antisémite, et ça a fait partie quand même dans le cahier des charges de nettoyer le stade avant de le vendre. Donc, d'abord, il y a eu ce placement aléatoire dans les tribunes. On a interdit le COP de Boulogne de revenir. Et d'ailleurs, les dirigeants que j'ai vus du PSG ont dit on ne ramènera plus du COP de Boulogne dans cette tribune. Ça, c'est juste pas possible. Bonne nouvelle. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui ne... C'est vrai qu'en plus, je fais une parenthèse, avec le contexte national, international, la montée des populismes, l'extrême droite aux portes du pouvoir, ça aurait pu être la tribune aurait pu être une tribune politique aujourd'hui puissante. Et là, on peut... Moi, je remercie, là, je sors de mon rôle, je remercie quand même la direction du PSG d'avoir fait le ménage. Exactement, et Nasser a entendu ça à l'époque, un certain nombre de dirigeants qui lui disaient c'est pas possible, on peut pas ramener les supporters pour l'instant. Et puis après, il y a eu la Ligue des Champions, il est allé dans différents stades et il s'est dit mais ça sonne un peu creux quand même au PSG, c'est juste pas possible. Et au compte-gouttes, on a ramené à Auteuil des supporters avec un cahier des charges drastique en disant dès que vous mettez le pied sur la ligne jaune, vous sortez. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance qui est revenue, et une ambiance familiale, et que ça tambourine et que c'est sympathique. Oui, après,
Il y a Kylian qui part. Moi, j'ai beau être supporter de l'OM, j'adore Kylian Mbappé. Toi, Kim, t'aimes bien Kylian Mbappé? Ah bah là, carrément, je vais porter son maillot du Real. J'ai jamais mis celui du PSG, mais bizarrement, mais celui du Real, ça va passer. Ouais. Bien sûr, c'est un grand joueur et il va manquer au championnat de France, oui. Clairement. Et toi, ça te fait fantasmer le PSG ou parce que est-ce qu'on peut dire que c'est comme le club le plus, ouais, je dirais énigmatique de. Non. Ce qui me fait fantasmer, c'est l'idée que les Saoudiens puissent arriver à Marseille. Bon, voilà. Ah oui, ça sera peut-être. Ça fait des années qu'on nous endort. Il faudrait une enquête là sur l'OM. Mais avec la probable jamais arrivée du. Et là que l'USB elle sera chez Asdin. Non, mais voilà, merci en tout cas, c'est passionnant. J'avais encore plein de sujets à aborder. La session ou non justement du Parc des Princes aussi, Anne Hidalgo, tout ça, c'est. Il faudra réinviter. Oui, voilà. C'est sans fin. Plaisir. Moi je dis ça sent le film, il devrait l'adapter au ciné. Ça peut être une petite série Netflix là. Si un rôle, je suis là. Merci en tout cas François pour cette passionnante enquête avec Laurent Valdiguier que je connais aussi très bien. C'est vraiment un très beau travail. Ça a pris du temps, mais ça valait le coup. Merci. Je t'en prie. 7h, 10h. La matinale avec Kim sur Peur FM.